Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Histoire criminelle. Au sommaire de notre dimanche, la traque qui se poursuit de cet individu de 19 ans qui s'est fait la malle de la maison d'arrêt de Dijon jeudi avec un complice. On va vous raconter les détails de cette évasion à l'ancienne avec comme seul outil une scie à métaux, des draps et une paire de tongs. Les tout derniers détails assez croustillants de cette évasion rocambolesque dans un instant. On va également ce dimanche se plonger dans l'affaire Jonathan Coulon, du nom de ce petit garçon Jonathan Coulon qui dormait dans ce dortoir d'un centre de loisirs de Saint-Brévin-les-Pins avec sa classe de CM1 et CM2. Il a été enlevé en pleine nuit. Son corps n'a été retrouvé que 6 semaines plus tard, martyrisé, lesté d'un parpaing au fond d'un étang. Un homme fait figure aujourd'hui de principal suspect, un prédateur allemand. Martin Ney sera jugé dans quelques mois pour le meurtre de Jonathan. Est-il le bourreau de ce petit garçon? On va reprendre l'enquête avec les acteurs du dossier. Et puis on va se poser aussi une petite question ce dimanche. Les criminels ont-ils la tête de l'emploi? Existe-t-il des gueules d'assassins? On va se replonger dans les archives de la photographie judiciaire et vous verrez que tous ces clichés nous réservent bien des histoires et bien des surprises. Soyez les bienvenus dans Histoire criminelle, chapitre 13. Tout de suite, le fait de la semaine. Et le fait de la semaine relève d'un scénario de film, une histoire d'évasion. 2 évadés de la maison d'arrêt de Dijon, mais alors une évasion à l'ancienne, comme je vous le disais. On va vous raconter tout ça avec Marie Bello, bonjour, journaliste police-justice TF1 LCI, et Guillaume Fard, bonjour Guillaume, notre consultant TF1 LCI. Merci à vous deux d'être là. Alors Marie, il faut commencer par l'histoire, parce qu'elle est quand même assez rocambolesque, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment s'est déroulée cette évasion jeudi à la maison d'arrêt de Dijon? Alors, il faut imaginer la scène et savoir qu'on n'aurait pas fait mieux dans un film, ça c'est sûr. Les détenus se sont fait la belle, alors vous allez l'entendre, visiblement sans aucune difficulté. Tout se passe à l'aube. Il est environ 6h du matin quand les gardiens font leur première ronde dans la maison d'arrêt de Dijon. Ils ne remarquent rien d'anormal. Et à 7h, quand ils passent de nouveau vérifier les cellules, là ils se rendent compte que 2 cellules sont vides. Alors, petit contexte quand même, on est dans une très vieille prison qui date des années 1800, assez vétuste. On est au rez-de-chaussée du quartier disciplinaire. Et là, écoutez le scénario. Les barreaux des 2 cellules ont été sciés, sans doute avec des petites scies à métaux. Étonnamment, alors personne nous dit que le bruit... on a une petite reconstitution. Voilà, on a une petite reconstitution. Donc, ils auraient scié avec des petites scies et ensuite, on le voit... comme des cascadeurs, ils auraient pris des draps, escaladé le mur de la prison, passé par-dessus les barbelés. Et effectivement, c'est ce qui est un peu cocasse, on nous dit qu'ils se sont cachés dans les buissons. Ils ont attendu que les portes de l'entrée principale de la prison s'ouvrent pour s'enfuir en tongs. Donc voilà pour tout le scénario. Ça paraît à peine croyable tant les failles de sécurité paraissent immenses, mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé à Dijon jeudi. L'histoire racontée comme ça, franchement, c'est un film. Guillaume, si on arrête de sourire 2 secondes parce que le scénario nous amuse, on se demande quand même juste comment une scie à métaux pour scier des barreaux peut être livrée, entre guillemets, dans une prison. Il y a au moins 3 méthodes. La première, c'est le parloir, parce qu'on ne fouille pas les personnes qui rendent visite au parloir, on les passe sous un portique à métaux. Alors là, sans des scies en métal, normalement, elles auraient dû biper, donc je vous concède que c'est pas le scénario, l'hypothèse la plus probable. Deuxièmement, on peut soudoyer un gardien. Il y a de la corruption en détention et donc les agents de l'administration pénitentiaire font parfois rentrer des objets interdits moyennant finance. C'est heureusement pas la majorité des agents, mais ça arrive. Et la 3e hypothèse, vraisemblablement la plus probable, c'est le drone. Parce que en fait, il y a tous les jours des dizaines de drones qui survolent nos prisons, maisons d'arrêt, centres pénitentiaires. On a des images ici avec des livraisons et donc tous les jours, des drones larguent quantité de matériaux, que ce soit des téléphones portables, de la drogue, des scies à métaux, enfin des petites scies à métaux, des lames de rasoir, absolument tout. Parfois même c'est dans des balles de tennis. Et donc vous avez des personnes depuis l'extérieur des prisons qui smashent pour envoyer des balles de tennis par-dessus les clôtures. Vous avez ça aussi. Et donc, en fait, face à tous ces objets qui sont projetés dans les cours, sur les filets, sur les toits, bien, l'administration pénitentiaire n'arrive pas à tout ramasser. Et donc, il y a toujours, évidemment, des détenus qui parviennent à se les procurer. Alors, ça reste tout aussi surréel. Surtout que le film n'est pas terminé. Entre guillemets, ils sont 2 à s'être évadés. Il y en a un qui est rattrapé au bout de 24 heures. Alors là aussi, c'est un scénario assez incroyable, l'arrestation.
Oui, alors c'est vrai que cavale de très courte durée pour comprendre déjà du profil de l'homme dont on parle. Celui qui est arrêté très rapidement, il a 32 ans et il était en détention parce qu'il allait être jugé pour des violences et des menaces commises contre sa conjointe. Donc cet individu effectivement s'enfuit, mais dans sa cavale, il n'est pas très discret. Pourquoi ? Parce qu'il utilise le téléphone portable qu'il utilisait en détention. Donc très rapidement, les enquêteurs parviennent à l'identifier. En plus, il est vu sur des images de vidéosurveillance et ça amène les enquêteurs dans un petit café, un petit bar d'un village de Saône-et-Loire. J'ai regardé 900 habitants. On voit les images. Joli petit café. Voilà, le café assez classique. Et le patron du bar qu'on a interviewé nous a dit qu'il ne se cachait pas. Il a bu son café tranquillement. Café au lait, hein. Café au lait. Il met du lait dans son café. Voilà, comme si de rien n'était. Et il a même fait la causette avec les clients. Je vous propose de l'écouter. Ouais, il était tout calme, détendu. Après, il a demandé un café et tout. J'ai vu qu'il avait les mains un petit peu abîmées et tout. Donc, du coup, je lui ai demandé ce qu'il faisait dans la vie et tout. Et il m'a dit qu'il était plaquiste. Donc, du coup, il m'a dit qu'il faisait une maison dans le coin, là. C'est totalement surréel. Cet homme, il est devant un juge au moment même où on est en train de se parler, ce dimanche. Oui, il a fait ses 48 heures de garde à vue et là, il est présenté à un juge d'instruction. Et ce qui est intéressant, ce qu'on a appris ce matin, c'est qu'il n'est pas présenté seul face à un juge. Il y a une deuxième personne qui devrait être mise en examen aujourd'hui. C'est une femme, une jeune femme, qui est soupçonnée d'être sa complice. Elle a 25 ans. Alors, on nous dit que c'est une femme de son entourage, mais ce n'est pas sa compagne. Et en fait, elle a reconnu en garde à vue qu'elle est allée chercher les deux fugitifs à Dijon, mais elle explique qu'elle ne savait pas qu'ils étaient en fuite. Elle explique que au téléphone, le détenu de 32 ans lui aurait dit qu'il sortait légalement avec un ami et que donc il avait besoin qu'on vienne le chercher. Ce qui est plus troublant, c'est que lors de la perquisition de son domicile, les enquêteurs ont retrouvé des drones. Mais elle explique que ça n'a rien à voir avec une possible livraison vers la prison de Dijon. Bon, tout ça est assez fou. Il y a quand même un moment où ça devient beaucoup moins, entre guillemets, drôle, cette histoire. C'est que celui qui est en liberté, c'est un jeune homme de 19 ans. Et lui, c'est un homme dangereux. Oui, 19 ans, et il n'est pas en détention pour un fait anodin, effectivement, tentative d'assassinat. C'est les faits qui lui sont reprochés. C'est un jeune homme, on a décidé de flouter son visage, mais il se filmait énormément en détention. Il avait un portable illégalement, il se filmait en détention et il postait tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a encore eu une opération du RAID ce matin à Besançon, dans un appartement pour essayer de l'identifier. Il y a énormément d'enquêteurs qui sont mobilisés, mais pour l'instant, ce jeune détenu potentiellement très dangereux court toujours. Guillaume, comment on le traque, cet individu ? D'abord, on diffuse sa photo à tous les services de police et de gendarmerie. Donc, sur le moindre contrôle routier, s'il veut franchir une frontière, s'il veut passer à l'aéroport, s'il est dans une gare, évidemment, son signalement a été transmis. Ça, c'est pour l'empêcher de quitter le pays. Et puis après, on va surveiller toutes les adresses connues de son entourage. Famille, amis, tous les lieux où il serait susceptible d'être hébergé. En fait, partir en cavale, ça coûte très cher, ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup de moyens. Quand on n'en dispose pas, on va essayer de se loger assez classiquement auprès de ses proches. Donc en fait, tous les proches vont être mis sous surveillance et dès qu'il va y avoir une adresse suspecte, à 6h du matin, comme le disait Marie, la porte risque d'être enfoncée par le RAID pour aller vérifier si la personne recherchée est bien là. Et ça peut durer un certain nombre de semaines. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on part en cavale, on finit quasiment toujours par être retrouvé parce que c'est coûteux, parce que il y a une dénonciation qui se profile. Bref, il y a toujours une bonne raison qui fait qu'on finit par vous avoir tôt ou tard. D'un petit mot, parce que là, le scénario nous a amusés, mais c'est évidemment un phénomène qui est dénoncé par les syndicats pénitentiaires. La justice, le ministère de l'Intérieur, tout le monde prend ça très au sérieux. Ça n'arrive heureusement pas souvent. Ce qu'on appelle les bris de prison, c'est-à-dire vraiment quand on s'évade de sa cellule, c'est quasi jamais. Oui, on a des chiffres à vous donner, 5, 1, 3. C'est pas le loto. C'est le tiercé. Dans l'ordre de 2023, 2024, 2025, il y en a eu 5 en 2023, 1 en 2024 et 3 pour cette année 2025 d'évasion de maisons d'arrêt ou de centres pénitentiaires sur 80 000 détenus. Vous voyez bien que ça n'est heureusement pas la majorité du genre. Ça reste rarissime. C'est grave, c'est spectaculaire, c'est donc médiatisé et évidemment les services de police recherchent les personnes qui s'évadent, mais ça reste quand même très très rare à l'échelle du nombre de personnes détenues en France. Merci beaucoup, c'était passionnant de se replonger dans cette histoire. On continue à suivre évidemment cette traque grâce au service police-justice de TF1 LCI. Merci Marie, Guillaume. À tout à l'heure pour le viseur de Guillaume Farr. Tout de suite, nous, on va se plonger au cœur de l'enquête.
Et on se plonge ce dimanche dans une enquête qui pourrait bientôt trouver son épilogue. L'enquête sur l'enlèvement et le meurtre du petit Jonathan Coulon. Jonathan, vous allez le voir, ce petit garçon de 10 ans et demi. Jonathan, il était parti avec sa classe de CM1, CM2 dans un centre de loisirs de Saint-Brévin-les-Pins. C'est là qu'il a été enlevé. Son corps n'a été retrouvé qu'un mois et demi après. Et il y a aujourd'hui un homme au cœur de cette enquête. C'est un prédateur allemand, Martin Ney. On va reprendre cette enquête avec nos invités. Maître Cathy Richard, bonjour, merci d'être avec bonjour, nous. Philippe. Vous êtes l'avocate de la grand-mère paternelle du petit Jonathan Coulon. C'est une affaire que vous suivez depuis le tout début, qui vous est très chère. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce qu'il y a derrière un homme évidemment absolument monstrueux. Et ça, c'est déjà avéré, quoi qu'il en soit, dans l'affaire Jonathan Coulon. Et puis Marion Garnier est également avec nous. Bonjour Marion, vous êtes journaliste, réalisatrice, vous êtes aussi écrivain, vous avez écrit Cold Case avec Cyrielle Adam aux éditions Larousse, où vous parlez de l'affaire Jonathan Coulon, une affaire que vous suivez vous aussi de très très près, notamment en étant régulièrement en contact avec les parents de depuis Jonathan. Longtemps, oui. Vous allez nous raconter tout cela. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va reprendre cette affaire. D'abord, depuis le départ, 7 avril 2004. On est donc à Saint-Brévin-les-Pins. Il y a ce centre de loisirs qui accueille une classe de CM1, CM2, dont Jonathan Coulon. Cette journée, elle commence très très bien. Vous l'expliquez dans votre livre, les parents de Jonathan, Stéphane et Virginie, ce matin-là, ils sont très heureux parce qu'ils reçoivent une carte postale. Stéphane et Virginie vivent, eux, à Orval, dans le Cher. Donc, leur petit gars est parti pour la première fois en vacances sans eux, en voyage. C'est la première fois qu'il voit la mer. Et donc, il est à Saint-Brévin-les-Pins. Et ce jour-là, ils reçoivent une carte postale où Jonathan, ils disent Jonathan, les parents, où Jonathan explique qu'il a appris à faire du petit et du gros sel, puisqu'ils sont allés à Guérande, à côté, qu'il a vu des chalutiers, puisqu'en fait, ils ont fait toutes les activités pédagogiques et sportives à côté du centre de vacances. Et ils sont très heureux, ils sont chez eux avec leurs 3 filles, et la journée commence bien. Et à Saint-Brévin, la journée aussi, normalement, s'annonce bien, puisque c'est le jour de la sortie que tout le monde attend. Ils doivent aller à l'aquarium du Croisic ce jour-là. Donc tous les enfants sont très impatients du début de ce mercredi matin. Jonathan, c'est une petite bouille d'ange, hein. On le voit ici, petit garçon de 10 ans et demi. Le matin, il y a cette carte postale. Et puis à 11h45, les parents de Jonathan reçoivent un appel. C'est Stéphane qui décroche. Et là, le monde bascule. Là, le monde bascule. C'est l'instituteur de Jonathan qui téléphone. En fait, quand les parents sont prévenus, ça fait déjà plusieurs heures que la disparition de Jonathan a été remarquée. Les gendarmes sont déjà dans le centre. L'alerte est déjà donnée à Saint-Brévin. Et en fait, tout le monde espère qu'on va retrouver l'enfant. Donc, il tarde un petit peu à prévenir les parents. Et là, ils appellent les parents et l'instituteur cherche ses mots. C'est pas trop comment annoncer la chose. Et il dit, Jonathan est parti. Mais on va le retrouver. Et là, le père raccroche, il s'effondre, il pleure, il crie. Et lui, les parents, ils ont bien compris que leur petit gars, leur petit bonhomme de 10 ans et demi, il n'est pas parti seul dans la nuit. Et donc, ils rappellent la gendarmerie. Et là, la gendarmerie, on leur dit, venez tout de suite. Donc, ils partent comme des fous, faire les 400 kilomètres. Et là, ils basculent dans un cauchemar dont ils ne sortent pas. Oui, parce que Jonathan, c'est un petit garçon sage, c'est un petit garçon qui n'est pas téméraire particulièrement, il ne serait pas parti tout seul. Qui est plutôt peureux, qui est plutôt craintif, qui est prudent. Il n'aurait pas fugué. Du coup, Stéphane et Virginie courent tout de suite, vont en voiture évidemment à Saint-Brévin, et là, ils vont lancer un appel. C'est le papa de Jonathan qui va lancer un appel. Ce que je veux savoir, c'est que les gens, faut qu'ils sachent qu'on l'appelle Titi ou Cowboy. S'il a peur, appelez-le par son surnom. C'est le seul moyen de le réconforter. Qu'on lui dise que ses sœurs l'attendent, que nous on l'attend, que sa mère attend qu'il revienne. On va pas le fâcher, on se pose des questions. Elle est terrible cette archive parce qu'on sent déjà la douleur du papa qui a une peur bleue et puis qui essaye de délivrer un message à son fils. Malheureusement, cet appel ne va évidemment rien donner. Il va y avoir des battues d'organiser, il va y avoir des recherches d'organiser. Il y a rien. Et puis au bout de 6 semaines, le 20 mai, c'est l'horreur. Cathy Richard, on va découvrir le corps de Jonathan. Dans quelles conditions ? Alors, au bout de 6 semaines, effectivement, les forces de l'ordre reçoivent un appel téléphonique de gens qui habitent un château
alors c'est un château qui est séparé en plusieurs habitations. Hein. C'est pas les châtelains, c'est des locataires qui habitent dans ce château. Et en fait, leurs fenêtres donnent sur un étang qui est séparé de la route, ça par des murs. Hein. Et ça fait quelques jours qu'ils repèrent quelque chose. On le voit en même temps que vous parlez de cet étang, effectivement. Ça fait quelques jours qu'ils repèrent quelque chose qui flotte dans cet étang, qui dérive, mais ils savent pas exactement ce que c'est. Ils se rendent compte et puis vraiment, c'est quelque chose de rond au-dessus, et ils se disent, là, il y a quelque chose qui va pas. On ne sait pas ce que c'est, mais ça nous intrigue, et ils appellent les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre arrivent et se rendent compte qu'en réalité, il s'agit du corps du petit Jonathan qui a été ligoté et qui a été lesté avec un parpaing. 16 kilos. Et qui finalement, le corps avait d'abord été immergé totalement, et puis avec l'évolution suite au décès, il est remonté. Il n'était pas correctement lesté, on va dire. En revanche, il était très correctement ligoté. Ça, c'est certain. On a des éléments sur la façon dont il était ligoté, ce qui ressemble un peu à du bondage. On se rend compte que vraiment, la façon dont les liens ont été disposés sont très particuliers, et donc on se rend compte que c'est le corps de Jonathan. Et le corps est très dégradé, ce qui fait qu'on ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé à Jonathan. Alors, le corps est très dégradé, et puis, il faut le dire, les premières constatations font partir les enquêteurs sur une mauvaise piste. Clairement, au départ, on nous parle, ce qu'on va appeler une tache parcheminée dans le dos. On va nous dire que il a sans doute été séquestré quelque part. Et donc, les enquêteurs partent sur l'idée que c'est forcément quelqu'un du cru qui a pu le séquestrer pendant un certain temps, pendant ces 6 semaines. Et donc, vraiment, à ce moment-là, on part totalement sur la piste locale. D'ailleurs, les liens, puisque vous en parliez, c'est intéressant. Au début, on s'est dit, ça ressemble peut-être à des nœuds de marins. Et donc, ça peut être effectivement, on est au bord de la mer à Saint-Brévin, la piste locale. Exactement, ça renforce effectivement l'hypothèse de la piste locale, puisque les liens qui entourent sont des liens de nylon qui entourent le corps du petit garçon en position fétale, ressemblent à des nœuds de marins. Donc ils se disent, on est dans une zone où il y a beaucoup de marins, de pêcheurs. Ça accrédite l'hypothèse qui est effectivement, dans un premier temps, surtout étayée par les constatations médico-légales, puisque l'expert en entomologie a l'impression que on conclut que les insectes qui sont sur le corps de l'enfant disent que le corps a été en immersion au moins 1 à 3 semaines. Donc forcément, il a été séquestré. Donc forcément, quelqu'un avait la possibilité de le cacher quelque part. C'est là où on a quand même dans ce dossier une première contradiction. C'est-à-dire que cette piste locale, et en même temps, enlever un enfant dans un dortoir au milieu des autres, sans faire de bruit, sans se faire repérer, le séquestrer, l'attacher, et le calvaire qu'il a vécu, c'est plutôt un travail de professionnel. Alors voilà, j'avoue que ça a été, moi, ma première réflexion, c'était de dire, c'est certain que c'est quelqu'un qui n'en est pas à son coup d'essai. Ça me paraissait pas pouvoir être un crime d'opportunité. Il faut un sang-froid pour rentrer dans une chambre dans laquelle il y a d'autres enfants qui dorment. Enlever cet enfant, dont on sait bien qu'il n'a pas été enlevé alors qu'il se rendait aux toilettes faire pipi, puisque ses chaussons sont restés au pied du lit. Donc vraiment, il a été récupéré dans son lit. Il y a un mode opératoire qui fait qu'il y a un sang-froid extraordinaire, et que ça montre que c'est forcément quelqu'un qui a déjà commis ce genre de fait. Et je termine. Ce qu'il faut quand même savoir aussi, c'est que la personne qui a fait ça, là encore, au départ, on se trompe, parce que ces lieux, entre guillemets, je peux même pas appeler ça une colonie de vacances, étaient extrêmement dégradés, il faut bien le dire. Donc aussi, d'un côté, on pouvait se dire, faut un sang-froid, etc. Puis aussi, on pouvait se dire, oui, mais alors la porte fermait pas, c'était pas clos de mur complètement, il y avait un endroit où le grillage était affaissé, la porte de la chambre de Jonathan, la poignée était cassée. Donc, est-ce que ça peut être aussi un hasard que finalement, ça tombe sur lui parce que la porte coupe-feu qui amenait dans ce couloir était pas fermée, la porte de sa chambre se cassait pas. Donc voilà, c'est vrai qu'on pouvait penser ça, mais quand même, il fallait aller au cœur de cette colonie. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, il y a des indices contradictoires. Et
il y a quand même des gens qui ont l'intuition un peu comme la vôtre. Ce sont des policiers allemands. Des policiers allemands qui, chez eux, traquent un prédateur sexuel qui s'en prend à des enfants avec un mode opératoire quasi similaire à ce qui est arrivé à Jonathan. Alors cet homme, on en a un portrait robot en Allemagne à l'époque, on l'appelle l'homme en noir parce qu'il est habillé en noir, Schwarzmann, avec une cagoule noire. Et cet homme, il s'en est pris à 3 petits-enfants. On va aller voir ces 3 petits gamins allemands si mignons. Il y a Stéphane et puis il y a 2 Dinis. En 92, en 95, en 2001, ces 3 petits-enfants, ils ont vécu à peu près le même calvaire que Jonathan. Les policiers allemands contactent les policiers français et leur disent « c'est curieux, votre histoire, elle rappelle la nôtre ». Sauf que là, c'est pas pris au sérieux. Non, les gendarmes, en fait, il faut bien se remettre dans l'idée de à cette époque, voilà. À cette époque, en 2004, en France, on disait bon, enfin, les criminels en série, c'est pour les Américains déjà. C'est du film. Et puis ensuite, on avait aussi l'impression toujours que les criminels s'arrêtaient aux frontières. Oui, donc, on s'est dit non. Enfin, les gendarmes sur place. En plus, mus par cette certitude qu'il avait fallu que celui qui avait enlevé Jonathan, les séquestrer, ait une organisation pour pouvoir le séquestrer à un moment, ils prennent pas tellement au sérieux cette piste allemande, il faut bien le dire. Alors que, très sincèrement, quand on voit les photos, là on a vu les photos de ces 3 petits et vous aviez montré tout à l'heure la photo de Jonathan. Moi je me souviens, et c'est un souvenir marquant pour moi, d'un article dans le Parisien où on avait les photos des petits garçons et je me suis dit mais c'est des Jonathan. C'est des Jonathan, ce sont les mêmes. Et là, en fait, il faut quand même savoir que quand on a un criminel en série, on retrouve souvent un mode opératoire similaire, même s'il peut évoluer, un mode opératoire peut s'adapter. Mais enfin, on a quand même un mode opératoire similaire et on a un profil de victime qui colle parfaitement. Ils sont jeunes, ils ont autour de 10 ans, ils sont blonds aux yeux bleus. Enfin, vraiment. Et puis on a ce terrain de chasse qui est l'intérieur d'une colonie de vacances. Et c'est vrai que passer à côté, ça a été une erreur formidable. Enfin, une erreur qui a été ensuite, on va le dire, finalement rattrapée. Alors on va en parler parce que cet individu en Allemagne, il finit par être arrêté. Il est arrêté en 2011. Il va reconnaître avoir tué les 3 petits Allemands. Il va être condamné, évidemment. Il est en prison. Et puis en 2017. Là, c'est un retournement. En 2017, il va parler à un co-détenu. Regardez cette petite archive. Il y a quelques semaines, dans une cellule de la prison de Celle en Allemagne, Martin Ney, pédophile et tueur en série, confesse à un co-détenu le meurtre de Jonathan. Des aveux crédibles, ils reprennent des détails de l'enquête jamais révélés. Le tueur s'étonne même de ne pas avoir été démasqué plus tôt. Il avait à l'époque égaré en France son sac à dos contenant des documents. Alors là, évidemment, Marion, tout change. Vous racontiez le premier coup de téléphone qui fait basculer la vie des parents de Jonathan. Là, il y a un deuxième coup de téléphone, un jeudi matin, qui change tout. Stéphane Coulon reçoit le coup de téléphone d'un des enquêteurs qui l'a suivi depuis le début, même si les contacts se sont espacés au fil des ans, même si les parents du petit Jonathan se sentent assez seuls. Et on lui dit, il y a un Allemand, mais il en a entendu parler de cette piste, Stéphane Coulon, parce que dès le début, en fait, les Allemands, quand ils viennent à Saint-Brévin quelques jours après l'enlèvement. Donc en réalité, bon, mais là il est content, Stéphane Coulon, d'apprendre ça. Et puis rapidement, quand même, ça semble très crédible, parce que ce qui est important, parce que les dénonciations de co-détenus, c'est assez courant dans les affaires criminelles. Là, c'est un co-détenu qui n'a pas intérêt à parler, puisqu'il est pas très loin de sa libération. Donc en fait, il marchande pas ces éléments-là. Et puis effectivement, il raconte que Martinet lui a dit « Je suis quand même étonné de ne pas avoir été inquiété parce que quand je suis allé déposer le corps, j'ai croisé un homme sur un tracteur avec un chien et moi avec un chien et j'avais ma voiture et il ne sait pas effectivement que cet homme, son témoignage est dans la procédure. Un témoignage qui n'avait pas été tellement poussé. Qui dit simplement, j'ai vu une voiture allemande et un homme qui traînait par là un peu curieusement. Alors après, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement de quel jour parle ce témoin, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est très crédible. Et puis l'histoire du sac à dos, c'est très crédible. Et puis ce qui est très crédible aussi, c'est que dès les premières vérifications,
Ils se rendent compte que le jour de l'enlèvement du petit Jonathan, Martinet n'était pas en Allemagne, que entre la fin mars et le 10 avril, son téléphone n'a émis aucun signal, que son ordinateur n'a pas été non plus surfé sur Internet. Alors on va d'ailleurs et que ça, c'est typique, on retrouve ça chaque fois qu'il a tué un enfant. Et on va voir justement, on va rentrer dans l'enquête, ce qu'il y a, j'ai envie de dire, à charge contre Martinet, qui sera jugé à partir du 18 mai prochain, et les éléments qu'il donne en sa faveur. D'abord, regardons la tête de Martinet, la tête de cet homme. Martinet, ça c'est le portrait qui avait été énoncé après son arrestation. Avant même de rentrer dans l'enquête, cet homme, c'est un éducateur, c'est un père célibataire qui a adopté un enfant. Le profil est quand même très particulier, Cathy Richard. Alors, malheureusement, les pédocriminels, on les retrouve souvent auprès des enfants. C'est-à-dire que quand ils ont une attirance pédocriminelle pour des enfants, ils vont travailler au contact d'enfants. Et donc déjà là-dessus, lui il match parce que effectivement, il a fait le choix de travailler toujours au contact d'enfants. Ensuite, il connaît parfaitement les systèmes justement de colonies de vacances. Donc là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui est très à l'aise dans un centre pour enfants, dans des dortoirs, etc. Et ça, il connaît. On sait qu'aussi, il surveillait. Et puis, on peut faire matcher les témoignages, puisque là, la photo, le dessin qu'on a du Schwarzmann, c'est un dessin qui avait été fait par les Allemands sur les témoignages d'enfants qui l'avaient vu dans des colonies où ils pénétraient et où ils se faufilaient pour effectivement enlever des enfants. Donc, en réalité, c'est vrai qu'il matche sur beaucoup de choses. Il a un profil pédocriminel. Il est au contact des enfants. Il est attiré par les petits garçons, on le sait. Il a tout fait pour travailler au contact de petits garçons et en plus, il connaît parfaitement les lieux des colonies de vacances. Dans le dossier Jonathan Coulon, oui Marion. Et en plus, on retrouve la trace d'une de ses connexions sur un site pédopornographique quelques jours après la disparition, où il met l'homme en noir a encore frappé en France. Alors que, au moment, personne n'a émis l'hypothèse que ce soit l'homme en noir, puisqu'à l'époque, on ne connaît pas son nom, il n'est pas encore arrêté en Allemagne. Personne ne dit que c'est peut-être l'homme en noir. C'est un point clé que vous le soulevez là. En fait, il va sur ce qu'on appelle le darknet. Le darknet, c'est une sorte d'internet caché via des réseaux, des systèmes de mots de passe. On arrive à discuter sur des forums le plus souvent abominables pour faire ce type de confidence. Et là, il raconte des choses sur le petit Jonathan que personne ne sait, et où on se dit, il n'y a que lui qui les connaît et qui les raconte, et qui prend du plaisir à les raconter. Il y a deux choses qu'il va dire sur ce darknet d'ailleurs. Il va parler de ça, du fait que le Schwarzmann, la dernière fois que le Schwarzmann a frappé, c'est en France. Il faut aller voir. Ouais. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va parler aussi de la façon dont on laisse un corps sur le darknet. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est pareil pour ce qu'il va dire c'est ce que disait Marion à l'instant, c'est-à-dire que quand le co-détenu, je voudrais terminer là-dessus, quand le co-détenu va dire, voilà ce qu'il m'a dit, dans ce qu'il explique, il y a des choses qui ne sont pas du tout sorties. Et là, nous, on a un juge d'instruction qui s'appelle Stéphane Lorenz, qui est un juge d'instruction qui a été extraordinaire parce que il a pris cette affaire. Au départ, il faut savoir qu'on a eu pas mal de juges d'instruction qui se sont succédés, comme malheureusement souvent à la justice. Et donc, quand les dossiers deviennent importants, que les juges d'instruction se succèdent, c'est compliqué de reprendre tout à zéro. Stéphane Lorenz, il a tout repris à zéro. Et cette affaire, il la connaît sur le bout des doigts. Et il a commencé à Saint-Nazaire, il est parti à Nantes, il a conservé le dossier qui est monté avec lui à Nantes. Et effectivement, lui, c'est absolument tout ce qui a été dit, à quel moment, ce qui est sorti dans la presse. C'est un travail remarquable. Il a fait un travail de fourmi, il a fait un travail de titan. Et quand... Ce qui revient, parce que on dit ça sort au moment où le co-détenu parle. Non, ça sort pas au moment où le co-détenu parle. Ça, on l'avait dans les radars quand même. On n'avait pas grand-chose, on l'accrochait pas. Et on précise qu'on a aussi retrouvé la photo de Jonathan dans son ordinateur. Lui dira c'était des archives que je gardais comme ça, que j'avais récupérées, des articles de presse. Ça fait beaucoup. Il va donc être jugé à partir du 18 mai prochain. On précise que lui, il nie totalement ces faits. Il bénéficie de la présomption d'innocence et il nie catégoriquement. Comment les
les parents de Jonathan, que vous avez régulièrement, réagissent à cela? Alors déjà, je pense que c'est important de dire que la maman de Jonathan, elle a appris les dates de procès dans la presse. Alors elle savait que le procès allait avoir lieu, elle savait qu'il y avait une mise en examen. Personne ne l'a appelé, pas un juge, pas un juge d'instruction, personne. Voilà, donc ils l'attendent avec impatience parce qu'ils ont des questions, mais des questions qui sont terribles, dont ils redoutent autant les réponses qu'ils ne les attendent. Ils veulent savoir si leur petit garçon a souffert, s'il a eu peur. Et avec une colère monumentale, Stéphane Coulon dit mais on peut éprouver une colère dont on ne se sentait même pas capable de ressentir. Vous dites quelque chose dans le livre qui est tellement émouvant sur le papa de Jonathan. Vous dites il arrive même plus à dire son prénom tellement c'est dur pour lui. Oui. Il l'appelle Titi, Joe, mais la mise en examen a changé beaucoup de choses. C'est très étonnant. Moi, je suis pas psychologue, mais c'est très étonnant de voir que les familles. Je pense que le procès sera une étape supplémentaire. La mise en examen, c'est des réponses de la justice. C'est de savoir, c'est d'arrêter de ruminer. C'est pas d'apaiser cette colère, mais c'est de la cadrer. Et donc, jusqu'à la mise en examen, il disait, pour l'instant, moi, Jonathan, c'est le nom de mon enfant sur une tombe. Je ne peux plus l'appeler comme ça. Mais il y a plein de choses. Il adorait aller pêcher avec son fils. Il allait plus pêcher. Avec la mise en examen, il a recommencé. Il a un autre enfant, un autre garçon. Tout ça, c'est la vie qui revient, même s'ils le disent, que leur vie s'est brisée le jour où ils ont appris la disparition de leur petit gars. Qu'aujourd'hui, ils disent on vit pas, on survit, sauf quand on a nos petits-enfants avec nous. Mais ce procès, ils l'attendent, ils en ont peur. Ils ont peur aussi d'être trop sollicités par la presse. Ils sont... Et puis, une peur, j'imagine, légitime aussi, c'est celle d'être déçu. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Là, on a montré tous les éléments à charge, mais par exemple, on n'a pas parlé de la carte bleue de Martinet. La carte bleue de Martinet a été utilisée le jour de l'enlèvement à Hambourg. Lui dit, c'est bien la preuve que je ne pouvais pas être à Saint-Brévin. Il y a aussi des éléments dans ce dossier qu'ils défendent. Oui, alors c'est vrai que d'abord, la première chose, c'est que sur les autres faits, en Allemagne, ils les avaient reconnus, alors qu'ils nient ces faits-là. Et ça, c'est quelque chose qui va mettre en avant en disant, regardez, parfois je reconnais. Sauf que on sait aussi que Martinet, il a aussi une maman, et que pour sa maman, c'est insupportable d'entendre qu'il ait pu recommencer, qu'il ait pu encore, faire une victime de plus. Donc moi, je suis persuadée que Sini, c'est aussi pour protéger sa mère, par exemple. Bon, mais effectivement, c'est cette carte bleue qui a été utilisée. Alors, cela étant, faut être clair, c'est ce que a dit Marion tout à l'heure. La carte bleue, elle est pile poil utilisée à ce moment-là. Il y a rien de plus simple. Et on sait que Martinet, sur le dark web, il communiquait avec d'autres pédocriminels. C'est là où tous les fantasmes des réseaux pédocriminels, etc. Oui, ça existe quand même. Il faut quand même savoir que il y a une solidarité entre pédocriminels. Il peut avoir trouvé quelqu'un pour utiliser sa carte bleue à ce moment-là. C'est de forger un alibi. Sa carte bleue, elle n'a pas été utilisée plein de fois à ce moment-là. Il n'y a pas de trace de lui à Hambourg. Il y a juste une fois cette carte bleue utilisée dans un DAB sans vidéo. C'est un distributeur de billets sans vidéo. C'est-à-dire que vraiment, il y a que ça. En revanche, pour tout le reste, c'est calme plat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il a utilisé ni téléphone portable, ni son ordinateur, ni rien. Donc, bon, voilà. On en parlera, mais j'ai pas du tout peur de cet argument. Peut-être pour terminer, encore un mot sur les parents. Est-ce qu'ils vous ont parlé du fait de l'affronter, les yeux dans les yeux, de le voir? C'est pareil, en fait. J'ai l'impression que qu'ils en ont envie et qu'ils redoutent ce moment de peur de pas réussir à se contrôler. Puis vous savez, c'est impressionnant aussi. On leur dit c'est un procès qui va durer 3 semaines dans une ville qui n'est pas leur ville. Donc se posent les questions de savoir où ils vont loger pendant ce procès, comment ils vont s'organiser, avec qui ils vont être, comment ils sont jamais allés à un procès d'assises. C'est extrêmement dur. Leur chance, s'ils en ont une, leur chance, c'est qu'ils vont affronter ce procès tous les deux en couple. Ensemble, beaucoup de couples vont comme ça à ces épreuves-là, beaucoup de couples se séparent après ces épreuves-là, ce qui leur est arrivé, ils se sont remis ensemble, et je pense que l'un et l'autre en tirent une grande force et ils sauront
traverser cette nouvelle épreuve. Mais je pense que ce procès, oui, leur apportera des réponses et leur permettra, j'espère, d'apaiser un peu leur colère. Et on va suivre évidemment ce procès. Ce sera à partir du 18 mai. Vous serez les bienvenus pour venir en parler. Merci beaucoup Marion Garnier. Merci beaucoup Maître Cathy Richard d'être venu sur le plateau d'Histoire criminelle. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant. On va se poser une question assez simple. Est-ce que les criminels ont la tête de l'emploi? Est-ce qu'il existe des gueules d'assassins? En fait, on va se plonger dans les archives des photos judiciaires et vous allez voir que ça nous réserve bien des surprises et bien des histoires. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI, c'est la suite d'Histoire criminelle. Dans un instant, question simple, est-ce qu'il y a des gueules d'assassins? Est-ce que les criminels ont la tête de l'emploi? On va se poser la question en se replongeant dans les archives de la photo judiciaire. Vous allez voir, c'est absolument passionnant, plein d'histoires, pas mal de surprises aussi. Ce sera juste après le viseur de Guillaume. Bonjour Philippe. Dans le viseur cette semaine, une question là aussi relativement simple. Est-ce que notre propre voisin ne serait pas un espion? Ça peut. On peut se la poser cette question. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que cette semaine, à Paris, 3 personnes ont été écrouées. 3 espions étrangers. Oui, deux étrangers et un français pour être très précis. Le premier, et d'ailleurs c'est comme ça que ça commence chronologiquement, il s'appelle Vyacheslav P, c'est son initiale de son patronyme. Lui, le 3 septembre, il va être filmé par des caméras de vidéoprotection en train de coller des images de propagande russe sur l'Arc de Triomphe. C'est comme ça que ça va éveiller les soupçons. Et ensuite, il aurait passé un coup de fil à une femme, Anna P, qui elle est aussi ressortissante russe, vit dans la région de Pau, a créé une association SOS Donbass et la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est notre service en charge du contre-espionnage, va s'intéresser aussi à cette femme parce que elle lui reprocherait de vouloir recruter, espionner des hauts cadres dans des grandes entreprises françaises pour notamment capter du secret industriel. C'est comme ça que les deux se retrouvent effectivement placés en garde à vue, mis en examen. Et donc il y a un troisième homme, vous le disiez Philippe, lui il est français, il est d'origine corse et c'est un pro-russe plutôt lié à l'extrême droite. Il était en lien avec ces deux personnes. Et donc tous les trois vont devoir répondre de toute une série de chefs d'accusation, parmi certains qui sont très graves comme la haute trahison et le fait de vouloir livrer des secrets à des puissances étrangères. Alors on les voit tous les deux, cet homme et cette femme. On va voir des images de cette femme parce que je voudrais quand même qu'on s'arrête un peu sur son profil. Quelques images d'elle parce qu'en plus elle alimentait les réseaux sociaux avec des petites vidéos. On la voit ici. Franchement, Guillaume, ça pourrait être ma voisine. Oui. Ça veut dire que les espions, c'est plus du tout des gens qu'on peut repérer. Alors, je sais pas si votre voisine colle des affiches « La Russie n'est pas mon ennemi » ou a créé une association qui vous invite à vous intéresser aux dégâts que causent notamment les frappes ukrainiennes au Donbass avec des armes fournies par l'OTAN. On voit bien quand même quelle est l'intention derrière. C'est de vous amener tout doucement à l'idée que la Russie ne serait pas l'agresseur, le grand méchant. Donc il y a quand même une dimension déjà de propagande. Mais oui, après, ce qu'on lui demande, c'est de se fondre dans le décor. On n'est pas du tout dans James Bond ou dans un film télé. Ce qu'on veut, c'est une légende. Elle en a une. Elle s'occupe d'une ONG. Ouais. Le fait qu'elle soit bien insérée socialement, c'est le cas dans la région de Pau. Elle fait pas parler d'elle outre ses engagements associatifs et qu'elle lie facilement des contacts. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de Français qui se sont intéressés à ses actions pour le Donbass, qui ont repris ses affiches. Et vous savez même cette affiche, La Russie n'est pas notre ennemi, qui l'a repostée sur les réseaux sociaux. Francis Lalanne, Cécilia Attias, avec Cécilia Sarkozy. Donc vous voyez qu'il y a même des personnalités, bon, chacun appréciera aussi ces personnalités-là, mais qui ont reposté ça. C'est vrai qu'ils se fondent totalement dans le décor. C'est quoi leur job ? Alors ce qu'on demande à un agent, c'est différentes choses. Il peut être un agent véritablement dans l'ingérence, c'est-à-dire dans le fait de passer des messages de propagande sur le sol français. On est en plein dedans avec ces affiches. Mais, et ça c'est aussi plus ancien, ça peut être un agent qui a des finalités d'espionnage. Et l'espionnage, on peut espionner des politiques, et on peut, pour récupérer le secret d'État, et on peut espionner des industriels pour piller le patrimoine informationnel, les secrets, les savoir-faire, les brevets de nos grandes entreprises. Ça aussi, c'est vieux comme le monde. Et en la matière, les Russes ont toujours été des maîtres du genre. Mais on nous dit aujourd'hui, il y a des satellites, il
il y a des drones, il y a des téléphones piratés aisément. On pense que la technologie, aujourd'hui, via les satellites et tout ça, nous espionne. On a l'impression que finalement, la meilleure façon d'espionner un pays, c'est quand même encore d'envoyer des agents, d'avoir des ressources humaines sur le terrain. Oui, effectivement. Alors, la technique, ça marche. Vous vous rappelez de l'affaire du logiciel Pegasus qui était dans les téléphones portables. Si on met des micros chez vous, qu'on espionne vos conversations électroniques parce qu'on a hacké votre téléphone portable, ou qu'on met une balise sous votre véhicule pour savoir où est-ce que vous rendez, bon, effectivement, on arrive à savoir un certain nombre de choses. Tout ça, c'est la technique. Mais l'humain, c'est vrai que l'humain, ça reste quand même la source reine pour un service de renseignement. Ça veut dire que vous êtes parvenu à infiltrer quelqu'un ou à recruter ce qu'on appelle une source, c'est-à-dire à aller au sein d'une organisation et à faire qu'une personne va devenir une taupe et va vous renseigner. Alors, le Graal absolu, c'est si vous arrivez à recruter une taupe dans un service de renseignement étranger. Ça, vous imaginez. Mais c'est déjà arrivé. Si vous vous souvenez de l'affaire Magnac-Hiverna au profit de la Chine, notre direction générale de la sécurité extérieure, notre DGSE, avait été infiltrée par les services chinois qui étaient parvenus à recruter une source à l'intérieur. Et ces personnes, d'ailleurs, ont ensuite été condamnées par la justice. Mais ça peut arriver, effectivement. On parle des espions russes, des espions chinois, beaucoup. Est-ce qu'il y a des espions français ? C'est-à-dire, est-ce qu'on envoie, nous, des gens ? Est-ce qu'on forme des gens pour aller espionner dans les autres pays ? Et c'est quoi un cours d'espion ? C'est comment on apprend à être espion ? Ça ressemble un peu au Bureau des légendes. Un petit peu à cette fameuse série, alors qui est évidemment romancée, mais qui, à certains des égards, est assez proche de la réalité. Ça veut dire que des Français vont partir sous couverture à l'étranger. Donc, il faut une légende, il faut un faux nom, il faut qu'ils puissent se fondre dans le décor, donc il faut trouver un prétexte. Est-ce qu'ils vont être enseignants ? Est-ce qu'ils vont être en mission pour une entreprise ? Est-ce qu'ils vont travailler dans une ONG ? Les trois à la fois. Donc il faut construire un personnage. Et ensuite, on va lui demander, évidemment, pas de jouer à James Bond. Hein. C'est pas le smoking, le cocktail et le Walter PP7 dans la poche. C'est plutôt une capacité à aller au contact et à soutirer de l'information, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, dans les tests que vous faites quand vous vous entraînez, on va vous dire, voyez au café, là, celui qui est assis au bar, vous devez lier un contact en quelques minutes et repartir avec son téléphone portable sans même qu'il se soit rendu compte que ça, c'est un exercice TP pratique pour devenir espion. C'est un exercice qui existe vraiment, que l'on fait pour former des futurs agents. Donc c'est ça la réalité. C'est comment, dans une simple conversation, on peut retirer du renseignement. Ça, c'est l'ingénierie sociale. Puis après, il y a aussi toutes les formes de pression que l'on peut exercer sur quelqu'un pour qu'il coopère avec vous, soit parce qu'on le paye, soit parce qu'on le fait chanter, soit parce qu'on va lui promettre des papiers, un passeport, l'exfiltrer du pays dans lequel il se trouve. Ça peut parfois un peu moins bien tourner ou un peu plus mal finir. Mais oui, on a des espions. Notre direction générale de la sécurité extérieure compte 7000 agents. On compte aussi quelques-uns à l'extérieur de nos frontières qui font ce travail-là. Formidable, c'est absolument passionnant. Merci Guillaume, vous êtes trop bien habillé, vous faites James Bond, vous ne pourrez pas être espion. Je suis trop connu. On vous repérera. Ça marcherait. Merci beaucoup Guillaume, à la semaine prochaine. Allez, nous on va tout de suite rejoindre notre grand témoin de la semaine. Notre grand témoin, on va se poser une question assez simple justement. Tiens, est-ce qu'il existe des têtes de criminels, des gueules d'assassins ? Est-ce qu'on porte forcément la tête de l'emploi ? On se pose cette question en se plongeant dans les archives de la photo judiciaire. C'est absolument passionnant. C'est un livre qui est sorti cette semaine, livre de Bruno Fulini. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, écrivain, maître de conférences à Sciences Po et vous venez de sortir ce livre, Gueule d'assassin, aux éditions Mareuil. Histoire de la photographie judiciaire. Franchement, c'est un petit bijou parce qu'on découvre à la fois l'histoire, à la fois des histoires d'individus criminels et puis il y a ces photos. Alors on va parler de tout ça. On va commencer d'abord avec une première photo, tiens, parce que ça va nous permettre de raconter le tout début de la photographie. Photo d'Adrien Sanson et Félix Geffroy. Alors on va aller voir s'afficher ces deux malfrats. Et c'est une photo de groupe. C'est assez surprenant et c'est intéressant parce que ça nous permet de raconter le tout début. C'était pas du tout professionnel, les photos judiciaires. C'était artisanal, esthétique, on met tout le monde, c'est un peu un portrait de famille. Alors c'est même une photo assez exceptionnelle, parce que là on a une photo de groupe, et compte tenu des temps de pause à l'époque, ça veut dire que vous avez deux assassins promis à la guillotine, un commissaire central et 3 policiers qui les ont arrêtés, qui acceptent de poser face au photographe, de rester immobile un certain temps pour immortaliser ce moment. C'est tout à fait unique, comme cliché. Alors, il s'agit de 2 pâles voyous qui sont responsables en 1899 de ce qu'on a appelé le crime de l'Immaculée. C'est dans un faubourg de Saint-Nazaire. Il y a un cultivateur, le père Guénaud, qui claque muret chez lui. La nuit tombe, il est environ 23 heures.
l'intérieur. Et puis il entend crier au feu. Au feu, il y aurait le feu dans son cellier avec toutes ses provisions. Donc, évidemment, il ouvre, il sort. Et là, il y a ces deux personnages qui en fait sont des voisins, qui dès que la porte est ouverte, lui tombent dessus, le cognent, l'étranglent, mettent le feu à sa paillasse avec le corps, le cadavre dessus. Donc vont quand même carboniser le corps de leur victime. Et tout ça pourquoi ? Pour lui voler ses économies, les économies d'un cultivateur des faubourgs de Saint-Nazaire. A priori, ça va pas chercher très loin. Ils vont ramasser 24 francs, même autant du franc or, j'ai calculé, ça représente environ 400 €, c'est pas énorme. Et c'est du travail d'ailleurs d'amateur, car plus tard, les enquêteurs verront qu'il y avait 1400 francs qui étaient dans un tiroir et qu'ils n'ont même pas vu. Et puis voilà, ils partent comme cela dans la nuit avec cet argent. Alors ils vont être assez vite confondus. Ils vont être guillotinés tous les deux dans les mois qui vont suivre, au mois de mai 1899. Mais ce qui est étonnant, c'est cette photo. Cette photo, et surtout le plus jeune d'entre eux, qui regarde le photographe presque avec fierté, qui a un regard de défi tout à fait surprenant. Ça veut dire que là, on est encore à l'âge de la photographie artistique. Il faut voir que la photographie, elle a été inventée en 1826. Ce sera l'an prochain le bicentenaire officiel de la création, de l'invention de la photographie. Elle commence à se populariser au milieu du 19e siècle. Ça reste encore très cher, un cliché. Quand on veut avoir une photo de soi, il faut faire appel à un artiste photographe qui vient avec un matériel relativement lourd et coûteux. Il y a la pose, ça prend du temps, on est encore loin de l'instantané. Et là, on a comme cela, avant l'exécution, ce moment où finalement ces deux assassins acceptent de poser au milieu des policiers. C'est ça qui est fascinant, parce que c'est de la photo artistique au départ et pas de la photo judiciaire, mais ça sert pour les enquêtes judiciaires ou pour immortaliser les criminels. La question de fond, évidemment, c'est celle que je posais, c'est est-ce qu'il y a des gueules d'assassins ? Alors des fois, on peut s'amuser, amusez-vous chez vous. Regardez, on va regarder une photo de Victor Prévost. Alors Victor Prévost, c'est cet individu. À la fois, on pourrait lui faire confiance. Si je ne me dis pas de bêtises, il est gardien de la paix, Victor Prévost. C'est un ancien soldat et même un soldat d'élite qui est devenu gardien de la paix à Paris. Franchement, on lui fait confiance. Et pourtant, cet homme, en plus, il est très grand, il a une grande stature. Lorsqu'il patrouille dans les rues du 18e arrondissement de Paris, les dames se sentent plutôt rassurées, même l'admirent, on le surnomme le bel homme. Là, nous sommes dans les années 1870. Et cette carrure qui va le perdre. Parce que une nuit, dans une ruelle qui s'appelle à l'époque la rue du Pré Maudit, on voit un homme qui est en train de jeter des choses dans une bouche d'égout et qui s'en va. Il est en civil, mais une riveraine a bien l'impression d'avoir reconnu la carrure caractéristique de ce bel agent de police. Et donc, on va regarder ce qui trifouillait dans cette bouche d'égout. On trouve un paquet avec de la viande bizarre. Et donc elle appelle un autre gardien de la paix, on convoque un pharmacien, un médecin, tout le monde se penche sur le paquet et tout le monde est d'accord pour dire que c'est un débris humain. Donc on ouvre l'égout et on se rend compte qu'il y a en fait un corps humain dépecé en petits tronçons, empaquetés, dont ce mystérieux personnage a cherché à se débarrasser. Et le témoignage de la dame fait que on va convoquer l'agent qui s'appelle Victor Prévost, mais un peu par acquis de conscience, parce que c'est pas possible. Un gardien de la paix, surtout à l'époque, ils sont extrêmement respecté. Gardien de la paix qui aurait comme cela éliminé des morceaux de corps humain dans une bouche d'égout, ça paraît incroyable. Et très maladroitement, Victor Prévost d'abord nie, bien sûr, et dit la rue du Pré Maudit, je ne sais même pas où c'est. Et là, son chef tique, parce qu'au contraire, ça fait partie de son parcours. C'est même un endroit où il a lui-même procédé à une arrestation quelques semaines plus tôt. Donc pourquoi ment-il aussi grossièrement ? Et donc là, on va aller un petit peu plus loin. Et puis c'est là que ses collègues vont se souvenir que 3 ans plus tôt déjà, il avait une fiancée, Adèle Blondin, qui a mystérieusement disparu. Alors peut-être est-elle partie à l'autre bout de la France après avoir touché un petit héritage, mais enfin ça nécessite quand même un petit complément d'enquête. Et on va se rendre compte qu'à 2 reprises au moins, en fait, cet homme a tué pour s'emparer de l'héritage d'Adèle Blondin et de la valise d'un bijoutier qui s'appelait Lenoble, qui était un représentant en bijouterie avec plein d'échantillons en or sur lui. Et dans les 2 cas, il a éliminé le corps chez lui en le dépeçant et en balançant les petits morceaux. Et donc là, on a le cas exceptionnel, je tiens à le souligner, d'un gardien de la paix, assassin. Il finira guillotiné et avec cette dernière parole stupéfiante, je demande pardon à l'administration. Formidable.
Alors, cette photo artistique, entre guillemets, elle va évoluer grâce à un certain Bertillon. Oui. Bertillon va essayer de rationaliser un peu la photo en se disant, bon, on peut pas faire que des photos artistiques de nos criminels. Et donc, il va installer des bureaux. On le voit ici, Bertillon, qui va se prêter le premier au jeu de la photo un peu rationalisée avec le profil et le face. On va voir les photos de ses ateliers. C'est-à-dire qu'en fait, expliquez-nous, il va demander aux criminels maintenant d'être assis sur un banc. On va leur mettre un petit truc derrière la tête pour qu'ils se tiennent droit. Et on va faire des photos face et profil. C'est l'atelier qu'on découvre ici. Oui, c'est-à-dire que Bertillon, au départ, c'est un petit employé de la préfecture de police, c'est un peu le raté de sa famille, mais enfin, il vient quand même d'une famille de savants, de scientifiques. Pendant toute sa jeunesse, il a appris à herboriser, il a fait de la botanique, de l'entomologie, il a vu son père qui même classait des crânes, bon, etc. Il lui en est resté quelque chose. Et quand il se retrouve employé à la préfecture de police, avec 80 000 fiches, un peu en vrac, des signalements qui étaient tous très fantaisistes, très impressionnistes, bon, il décide de rationaliser tout cela. Alors d'abord, il va mettre au point un système d'identification des criminels par les mesures osseuses, c'est ce qu'on a appelé le bertillonnage. Et puis, depuis déjà quelques années, depuis 1874, des policiers photographient systématiquement les gens qui sont arrêtés à Paris et en proche banlieue. Mais ce sont des photographies artistiques. Et les personnes arrêtées, évidemment, grimacent, louchent, font tout ce qu'elles peuvent pour que les photos soient inutilisables. Bertillon dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et à partir de 1890, eh bien, les photos vont être faites sur un banc spécial qu'il a mis au point, toujours la même lumière, toujours la même distance, face et profil. Donc pas moyen d'y échapper. Et on va avoir comme cela les portraits de tous les criminels arrêtés à Paris d'abord, en proche banlieue. Et c'est un système qui va très très vite être imité dans le monde entier. Aux États-Unis, ces photos face-profil, on les appelle les mugshots. Le mug, la tasse, c'est comme la fiole en français, si vous voulez, c'est la gueule, quoi, la trogne. Et donc ce sont des clichés de tête, des clichés de fiole. Et Bertillon a lui-même donné l'exemple à plusieurs âges de sa vie. Il s'est laissé prendre en photo face profil. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé des diplômes de policiers et même d'inspecteurs, de commissaires de police qui étaient passés par le service de l'identité judiciaire qu'il a fondé. Et le diplôme est authentifié par leurs propres photos face profil inclus dans le diplôme. Et c'est très utile. On va expliquer rapidement les appels à témoins du FBI, par exemple. Ça va permettre, avec ces photos, de voir l'évolution d'un criminel dans la nature qu'on va essayer de retrouver. On va voir l'appel à témoins concernant Albert Leroy-Button. En fait, on dispose d'une photo de lui la première fois qu'il est arrêté, puis la deuxième fois, et du coup, on peut voir la manière dont il va se grimer dans le temps et donc essayer de se dissimuler. En effet, Leroy Button, c'est pas un grand criminel, c'est plutôt un récidiviste, effraction, cambriolage, utilisation de cartes de crédit volées, vous voyez, ce genre de choses. Mais il a fait de la prison, il s'est évadé de prison, il a fait savoir qu'il ne voudrait plus jamais retourner en prison, qu'il préférerait mourir que d'être arrêté. Il est armé, donc le FBI sur la fiche prévient bien. Et pour qu'on le reconnaisse, eh bien, effectivement, on a deux photos à 3 ans de distance, cheveux longs et cheveux courts, sans lunettes et avec lunettes. C'est le même individu. Et effectivement, cette photographie judiciaire, elle va permettre d'avoir de la mémoire. Et elle va permettre dans certains cas, on a des avis de recherche avec 3, 4, 5 photos d'un même individu, avec tous les accessoires possibles pour varier un petit peu l'apparence. Mais la structure du visage reste la même. C'est génial parce que ça permet de comprendre effectivement comment l'enquête progresse aussi grâce à la professionnalisation de la photo judiciaire. Bon, alors on a parlé de beaucoup de malfrats. Chacun jugera s'ils ont une gueule ou non d'assassin. Et puis, il y a des femmes. Alors ça, les femmes criminelles, c'est quelque chose, surtout en photo. On va regarder Jeanne Weller. Jeanne Weller, je voudrais que vous la commentiez parce que Jeanne Weller, on a l'impression d'être, alors là encore, sur une photo de mode. Jeanne Weller, très beau chapeau, on va la voir apparaître. Voilà, Jeanne Weller, franchement, gravure de mode. Et pourtant, femme jalouse, peut-être. Femme excédée, on va dire. Jeanne Weller, c'est une des égéries de la nuit parisienne dans les années 20. Vous savez, les fameuses années folles. Le champagne coule à flot, on s'amuse, entre Montparnasse et Montmartre. Bon, elle en est à son 3e mari, qui d'ailleurs en est à sa 3e épouse. C'est la fille d'un industriel. Elle n'a jamais travaillé de sa vie. Elle a toujours vécu dans le luxe. Avec son mari, ils habitent au 20 de la rue Chalgrin, donc tout près de l'avenue Foch à Paris. Et ils rentrent généralement au petit matin,
peu éméché après toutes sortes de folies. Et à la fin de l'année 1928, ils sont allés au fameux bal nègre de la rue Blomet, qui est l'endroit à la mode évidemment, et simplement son mari, il y avait un troisième compagnon, a fait une espèce de pari. Il a délaissé sa femme pour aller draguer une danseuse noire qu'il a ensuite invitée à dîner. Bon, donc évidemment quand le couple rentre à la maison, bon, il y a quelques tensions. Voilà, un peu de temps, une explication, mais une explication qui va dériver puisque tout à coup les voisins entendent 2 coups de feu. Puis un troisième. En fait, elle a tiré sur son mari 2 fois et il tombe à terre blessé. Elle s'approche, elle lui introduit le canon dans l'oreille et elle tire le 3e coup. Là, c'est une exécution. Donc évidemment, ça fait, vous imaginez le retentissement de cette affaire, parce que là, on est dans la très haute bourgeoisie. Et c'est ce qu'exprime cette photo. Vous voyez, elle a gardé le chapeau cloche, les cheveux sont impeccablement coiffés, elle a un col de fourrure, elle est vraiment à la dernière mode de 1928. C'est une femme richissime, ce qui fait qu'il va y avoir des numéros entiers de l'Humanité où les rédacteurs communistes vont gloser sur ce drame de la corruption bourgeoise. Bon, elle sera très bien défendue, Jeanne Weiler, par maître de Moreau Jaffer, qui est tout simplement l'ancien avocat de Landru. Donc vraiment un des ténors du barreau, qui va faire valoir qu'en fait elle était en état de légitime défense, parce que son mari était un bonhomme assez compliqué, assez pervers, sans doute un peu menaçant, qu'ils avaient des enfants qui dormaient à la maison et qu'ils menaçaient de s'en prendre aux enfants. Alors, c'est la parole de Jeanne Weiler qu'il faut croire ou pas, mais appuyée par son avocat, eh bien elle va être crue et condamnée à seulement 5 années de prison. Allez, pour me faire plaisir, on va terminer avec une petite dernière, une bande de malfrats. Ils sont 3, c'est le début de la toise et on va voir ces 3 malfrats habillés en cravate, très beaux, très élégants. On a vraiment l'impression d'être dans un film. Ils sont là. C'est assez incroyable, on ne va pas commenter toutes les photos, mais celle-là, on la mettrait dans son salon, tellement elle est incroyable. Je voudrais juste votre regard maintenant à la question essentielle. Est-ce qu'il y a des gueules d'assassins ? En fait, nous avons tous une gueule d'assassin, parce que la plupart de ces photos sont prises après une arrestation, un interrogatoire, beaucoup de stress et de souffrance, et même un séducteur comme Landru a une gueule terrible. Je me suis prêté moi-même à l'expérience, puisqu'en 4e de couverture du livre, j'ai demandé à un photographe, Renan Astier... Est-ce que ça vous fait une gueule d'assassin ? On n'est pas si mal, hein, ça, méfiez-vous. Vous auriez envie de rencontrer cet homme-là le soir au coin d'un bois ? Pas sûr. C'est-à-dire que ce système face profil, cet éclairage, un fond sans décor, sans ombre portée, c'est impitoyable, avec la tension qui est celle de celui qui fixe l'objectif. Oui, nous avons tous potentiellement une gueule d'assassin. D'ailleurs, nous sommes tous potentiellement des assassins. Si un jour nous sommes suffisamment en colère, suffisamment effrayés, nous pouvons tous tuer. C'est pour ça qu'il faut, comment dirais-je, prendre sur nous, être calme. Merci beaucoup, c'était absolument passionnant. Gueule d'assassin chez Mareuil Édition, c'est un beau cadeau de Noël. Pour se plonger dans les archives de la photo judiciaire. Merci Bruno Fumi d'être sur le plateau d'Histoire criminelle. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain pour d'autres histoires criminelles.